d'être venu à ces cafés rencontres pour une deuxième fois. Nous avons effectivement initié ces cafés rencontres parce qu'on a tellement de talents. On a énormément de talents dans la communauté, des gens qui émergent, des gens qui ont émergé et qui ont beaucoup de choses à dire et des choses bien. Et que l'idée de ces cafés rencontres, c'est de sortir des sentiers battus. On se marche tous dans la communauté sur les mêmes plates-bandes, on dit tous la même chose, et nous, on a pris l'initiative de sortir un tout petit peu de la Fédération des Juifs Noirs. Nous sommes d'abord un tout petit peu, j'allais dire exceptionnels, mais on n'est pas exceptionnels. Bon, plusieurs années, les séfarades, les ashkénazes se retrouvaient entre eux, tout allait bien, jusqu'à ce que, il y a 15 ans, les Juifs noirs débarquent sur la scène communautaire. Et ça, c'est déjà, ça nous a pris beaucoup de temps pour avoir la reconnaissance. C'était un cri, une histoire. Ça a pris énormément de temps, mais ça avance bien. C'est-à-dire que c'est un chemin qu'on a ouvert, dont personne n'attendait. Et Charles Novak et ceux des gens dans cette communauté qui, effectivement, ne veulent pas marcher sur des plates-bandes qui ont déjà été cultivées. Donc, l'innovation, parce que, comme je disais la fois passée, l'exigence en hébreu s'appelle doresh. Doresh, ça veut dire scruter, aller au fond des choses. Et Charles Novak et ceux des membres de cette communauté qui scrutent, qui vont au fond des choses, c'est-à-dire en profondeur, chercher la vérité parce qu'elle n'est pas toujours évidente. Et donc je suis très fier de l'accueillir à ces cafés rencontres et je pense qu'il y en aura d'autres où il y aura un peu plus de gens, où effectivement, parce que c'est un écrivain, c'est sûr qu'il a écrit déjà des bouquins, il y en a d'autres qui vont venir, et il est très proche de la Fédération des Juifs Noirs, et nous, ça nous fait toujours plaisir de l'accueillir parmi nous. Charles, merci beaucoup, c'est à toi. Merci, bonjour à tous. Alors, nous allons traiter, merci Gershon pour cette introduction. Nous allons traiter d'un sujet particulièrement scabreux à l'origine dans la communauté, mais un peu oublié, à savoir Marx est-il antisémite et le communisme et le rapport avec les Juifs. Depuis, on va dire, une vingtaine d'années, de nombreux historiens, ou pas forcément des historiens, surtout des hommes de droit, des écrivains, ont décrété que Marx était antisémite, notamment par rapport à son écrit qu'il a composé en 1844, en Allemagne à Brunswick, alors qu'en fait, moi, je vais essayer de démontrer que justement, Marx n'est absolument pas antisémite, et que justement, c'était un sujet très complexe, qu'il faut resituer dans une époque très précise, et que de nombreux chercheurs aujourd'hui ont un peu conclu, un peu trop activement avec l'échec du communisme en Europe de l'Est et dans le monde, que le marxisme a créé l'antisémitisme, et que Karl Marx lui-même est créateur de l'antisémitisme. Alors, pour commencer, je voudrais dire 4 points précis. Le premier, c'est par rapport à la Shoah. Effectivement, les nombreux chercheurs ont décrété que Marx était antisémite avec un raisonnement par rapport à la Shoah. Il faut savoir que Marx a écrit sa question juive sur Judenfrage en 1844, c'est-à-dire 100 ans, à peu près 100 ans avant la Shoah, et qu'on ne peut pas avoir un raisonnement par rapport justement à la Shoah. C'est le premier point. Le deuxième point, à l'époque, l'État d'Israël n'existe pas. Les communautés juives sont autonomes, elles vivent selon les pays d'une certaine manière plus ou moins difficile. On va faire une petite étude approximative, une présentation approximative des différentes vies des communautés juives, hormis le monde séfarade ou judéo-arabe, principalement je parle de l'Europe ou des États-Unis. En même temps, il faut aussi essayer d'analyser pourquoi autant de juifs d'Europe de l'Est, notamment spécifiquement ashkénazes, mais pas que des ashkénazes, ont adhéré au marxisme, puis au communisme, voire à l'anarchisme, à partir de 1860 jusqu'à 1939 ou à 1945. Ce n'est pas un hasard si autant de juifs adhèrent à cette idéologie, et il est un petit peu réducteur de dire que Karl Marx justement était antisémite si autant de juifs y ont adhéré. À moins que tous ces juifs, ces millions de juifs qui sont devenus communistes, partisans, trotskistes, léninistes, tout ce que vous voulez, soient antisémites eux-mêmes, il y a un facteur qui fait qu'ils y ont adhéré pour des raisons bien précises, et pour ça il faut comprendre vraiment ce qu'a écrit Marx. Alors, donc, le premier point, c'est qu'il faut resituer Karl Marx dans le contexte de l'époque, de la vie juive de l'époque. La vie juive de l'époque, c'est-à-dire que les communautés juives,
comme je vous l'ai dit, n'ont pas d'État d'Israël, sont autonomes, sont plus ou moins assujettis à des lois antisémites chrétiennes, dans des ghettos, dans des shtetl. On peut citer, alors les cas le pire, notamment à l'époque, c'est la Russie et la Pologne, principalement la Russie, vous avez des pogroms, on va dire jusqu'à la première guerre de 14-18, l'Autriche, où il y a des droits de péage, l'Allemagne, selon les États, si vous voulez, où le prince est bienveillant avec ses juifs ou pas, c'est très divers selon les États allemands. Il y a des grandes vagues antisémites aussi de pogroms où on crie Hep, 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 qui est l'anachronisme d'un mot latin qui veut dire mort aux juifs. Par contre, vous avez la France où en 1791, le juif est émancipé, et surtout les États-Unis, où vous avez une vie juive dans un état plus ou moins religieux, où le juif peut commencer à s'épanouir d'un point de vue religieux et identitairement, entre guillemets, sans problème, même si vous avez des législations antisémites aux États-Unis, on le sait peu, jusqu'en 1880 dans les États du Sud. Le juif est plus ou moins discriminé, même si vous avez la liberté religieuse et de conscience aux États-Unis pour n'importe quelle religion, les religions monothéistes ou toutes sortes de sectes protestantes, etc. etc. Donc on voit la typologie du peuple juif au XIXe siècle, elle est très diverse. Et Marx, qu'on va présenter également d'une famille de convertis, en prend conscience, et personnellement, ma démonstration, c'est d'essayer de prouver que Karl Marx, il a écrit la question juive non pas par antisémitisme, mais pour résoudre une bonne fois pour toutes la question de l'antisémitisme. Alors après, on pourra qualifier peut-être de Marx d'anti-judaïsme, puisqu'il parle du judaïsme, mais il ne parle pas du peuple juif. Il est pour la liberté du peuple juif, et c'est ce que je vais essayer, si vous voulez, de démontrer. Alors Karl Marx, il faut savoir qu'il est issu d'une grande famille de rabbins, tant du côté paternel et maternel. Du côté paternel, c'est une grande lignée de rabbins d'Allemagne, de la ville de Trier, en français on dit Trèves, et des Pays-Bas et de Hongrie. Du côté maternel, il est d'origine hongroise et néerlandaise, ashkénaze des Pays-Bas. Son grand-père est rabbin, le père, Herschel, décide de se convertir en 1817 pour devenir rabbin parce que la profession d'avocat était interdite aux juifs de Trier, de Trèves, dans les années juste après Napoléon. Il faut savoir que Napoléon a essayé, avec les idées de la Révolution, d'émanciper les juifs d'Allemagne, des différents États allemands. L'Allemagne à l'époque n'existe pas, c'est une mosaïque de différents États. Et il a essayé de donner le droit aux juifs allemands, quelle que soit leur communauté ou leur ville d'Allemagne. Et les princes allemands, quand Napoléon est parti, ils ont tous restauré le ghetto allemand. Excepté, on va dire, pour une certaine famille qu'on verra plus tard, la famille Rothschild, qui a échappé justement à la réglementation antisémite allemande. Alors, si vous avez des questions, vous me les posez, parce que le sujet va être très complexe, c'est tout un raisonnement philosophique qui va partir de Marx. Et je ne vous cache pas que le fil est assez complexe. Si je parle vite, vous me dites. Si vous avez des questions, vous le faites. Parce que moi, je suis pour les questions et les débats. Et si vous n'êtes pas d'accord, dites-le. J'aime la confrontation et c'est dans la confrontation que les idées avancent, si je peux me permettre. Alors, pour commencer, donc j'ai fait une présentation succincte des différentes communautés juives d'Europe, très rapide. Donc, effectivement, comment vous dire, donc, Karl Marx n'a pas grandi dans le judaïsme. En revanche, il est issu d'une grande famille rabbinique. Son père est devenu protestant. Et son père, qui à l'instar est devenu protestant et qui devient anticlérical, ce qu'on pourrait tout à fait comparer aujourd'hui à des gens qui sont anti-religion en France, Marx va tripler cette rébellion, non seulement contre le protestantisme, contre le judaïsme et contre la bourgeoisie. Et on va expliquer pourquoi, parce que Marx va être le théoricien tout au long de sa vie, Marx a déterminé une théorie qui s'appelle le matérialisme historique. Alors qu'est-ce que le matérialisme historique? En gros, c'est de dire que la vie n'est pas par rapport au spirituel, mais par rapport au matériel. Et vous allez comprendre pourquoi, parce que la question juive traite de ces raisonnements-là, ce qu'on appelle un raisonnement à l'horizontale et non à la verticale. Vous comprendrez pourquoi. Donc certains chercheurs, si vous voulez, ont décrété que Marx, en allemand, avait ce qu'on appelle une Selbsthass. Une Selbsthass, ça veut dire la haine de soi. Personnellement, je trouve que ce schéma est très réducteur, parce qu'à l'époque, il faut imaginer que l'Allemagne, les différentes Allemagnes, il n'y a pas une Allemagne qui est unifiée, Bismarck, ça vient 30 ans après, il y a des Allemagnes, et l'Allemagne connaît un développement économique sans précédent. C'est-à-dire qu'en l'espace de 30 ans, il y a le chemin de fer, les industries, les usines, la mécanisation, etc. Et ça pose non seulement la question du développement économique de l'Allemagne, mais des minorités qui vont en son sein, parce que l'Allemagne, vous avez 3 composantes religieuses, vous avez une majorité protestante, mais également des catholiques, et comme je vous l'ai dit, des communautés juives. Et Marx va répondre à un certain chercheur, un théologien, qui s'appelle Bruno Bauer, qui est un ancien pasteur qui est devenu athée, et qui va répondre, alors pour l'anecdote, qui va répondre à un certain Feuerbach, qui a écrit l'essence du christianisme et l'essence du matérialisme. Et si vous voulez, c'est un débat entre 3 personnes. Marx, pour comprendre sa question juive,
et justement démontrer qu'il n'est pas antisémite, il faut le remplacer dans un contexte d'une réponse à un pasteur athée qui s'appelle Bruno Bauer. Alors, Bruno Bauer est un pasteur qui était assez brillant, qui était un ancien pasteur défroqué, qui était religieux et qui, face à l'Empire, il dit, non, la modernité, en gros, c'est l'athéisme. Bruno Bauer, dans les années 1830, est à l'université, et en tant qu'ancien pasteur, il va prêcher l'athéisme. Et en prêchant l'athéisme, il va dire, si je suis athée et que la société doit évoluer vers la modernité, on doit tous être égaux, non plus devant Dieu, mais devant le matériel. C'est le départ de la question de Bruno Bauer, qu'il écrit justement en 1843. Donc, l'histoire pour lui est progrès, c'est-à-dire que l'histoire a une évolution. L'histoire n'est pas, régressive. La religion, en quelque sorte, freine le progrès, freine la modernité. Et Bruno Bauer, alors, attention aux propos que je vais employer, parce que Bruno Bauer, on ne peut pas, dans le contexte de l'époque, le placer comme antisémite, mais Bruno Bauer, si vous voulez, va s'interroger sur le rapport entre juifs et chrétiens. Et il va dire, en gros, les chrétiens qui s'éloignent du christianisme vont vers la modernité, mais les juifs qui restent dans leur village juif, ce qu'on appelle en allemand les Judendorfen, qui pratiquent le Shabbos, qui pratiquent le Shabbat, etc., refusent, si vous voulez, une forme d'évolution, et donc, entre guillemets, c'est un peuple anti-historique. Est-ce que pour l'instant je suis très clair ou pas? Vous avez des questions ou pas? Donc c'est-à-dire que pour lui, le peuple juif est un peuple anti-historique. Ce qui n'est pas loin de ce que disent les rabbinim quand ils parlent de la Torah, en disant que la Torah n'est pas un livre d'histoire. Le peuple juif ne bouge pas, il est fidèle à sa Torah. Et justement, un dernier point que je n'ai pas précisé tout à l'heure, à l'époque, il faut imaginer que 95% des juifs d'Europe, attention, vivent d'une manière religieuse. Pas comme aujourd'hui, où on va dire le pourcentage de juifs éloignés de la Torah est beaucoup plus important qu'à l'époque. La vie juive à l'époque en Allemagne, dans les villages juifs, ou dans les quartiers juifs de certaines villes allemandes, est 100% religieuse, et c'est des gens qui vivent, on va dire, d'une manière, du point de vue de Bruno Bauer et des juifs assimilés, quelques pourcentages juifs assimilés, d'une manière millénaire, ancestrale, et qui n'avance pas dans la modernité. C'est-à-dire qu'on constate, en gros, que c'est la modernité qui se développe, et que le quartier juif tel qu'il est, comment il est, ne se développe pas. Donc il faut avoir présent à l'esprit, il ne faut pas, si vous voulez, avoir un raisonnement moderne sur les juifs de l'époque. C'est complètement, on va dire, anachronique. Donc Bruno Bauer, si vous voulez, il dit, bon, l'égalité entre tout le monde, et il pose cette question, il dit, il attaque le christianisme et le judaïsme. Il dit, en gros, la religion, ce que Marx va prendre après, et c'est une idée de Bruno Bauer, va dire, la religion est le pomme du peuple. Mais il pose une question, il pose cette question-là, toute simple, il dit, mais si par exemple je veux qu'une société ne soit pas religieuse, et que les gens soient égalitaires entre eux, quel est, entre le chrétien et le juif, le plus à même de celui qui est capable de s'éloigner de la religion? Et il dit, c'est pas le juif, c'est le chrétien. Le chrétien, il n'a plus besoin de la messe, il n'y a pas de rite dans le christianisme. Donc pour Bruno Bauer, le christianisme, lui, dépasse d'un cran sa religion, et il devient athée aussi facilement. En revanche, Bruno Bauer, qui n'est pas juif, se pose la question, et les juifs dans tout ça? Si moi je décrète que l'État, parce qu'il faut rappeler aussi qu'à l'époque, et j'ai oublié de le préciser, que l'État est un État religieux chrétien. Aujourd'hui, vous avez la séparation de l'Église et de l'État en France. Tous les États de l'époque sont religieux, sont chrétiens. C'est-à-dire que c'est les lois chrétiennes qui régissent ça, sont par rapport à l'Église, etc. Bruno Bauer, il est pour que l'État se débarrasse du christianisme. Mais il dit si, en gros, l'État se débarrasse du christianisme, qu'en est-il du judaïsme? Est-ce que le juif, par ses manières rétrogrades, est capable, si vous voulez, de surpasser son entité, d'aller vers la modernité et de faire comme le chrétien, de se débarrasser du judaïsme pour l'égalité entre les hommes? Alors, il continue son raisonnement et il analyse et il dit que finalement le problème est un problème religieux. Pourquoi? Parce qu'il dit que l'essence du christianisme, c'est là qu'il dit que le christianisme, il dit que l'essence du christianisme, en fait, c'est l'opposition au judaïsme. Par essence, le christianisme est antisémite. C'est le pasteur qui dit ça, il dit oui, le christianisme est antisémite puisqu'on dit que Jésus a tué les juifs, donc par conséquent, vous avez une opposition entre deux religions qui trouve son essence chez l'un et l'autre. Les juifs trouvent leur opposition par rapport au christianisme, et le christianisme trouve son essence, son opposition au judaïsme. Et que si vous voulez, si on débarrasse, je schématise, l'état du christianisme, il y a encore une opposition entre individus juifs et chrétiens par rapport à la foi. Le judaïsme est une religion de loi, de pratique. Le christianisme est une religion de foi. En gros, le chrétien peut manger du porc, etc. Il fait tout. Il n'a pas de restrictions alimentaires. Le dimanche, c'est pas Shabbat, etc. Il est libre. Le juif a plein de contraintes. Mais la question se pose, si par exemple on émancipe, et Marx va reprendre cette idée-là après, l'état du christianisme, qu'en est-il du juif et du judaïsme? Et si vous voulez, Bauer, avec des relents un peu antisémites de l'époque, de la mode de l'époque, il dit, bon ben voilà, qui a donné tous les penseurs scientifiques de l'astronomie, l'architecture, la peinture? Il n'y a aucun juif. Et il dit, le juif, dans sa Torah, même si sa Torah est noble, il n'est pas créateur de quelque chose. Le chrétien,
il l'est. Mais la question, c'est de savoir comment on va casser cette opposition entre ces deux communautés religieuses, et on va créer un État supranational qui n'est pas religieux. En gros, qui est égalitaire entre tout le monde, entre juifs et chrétiens. Alors, donc, la foi s'oppose à la loi, et si vous voulez, lui, alors, à l'époque, vous avez des juifs des shtetl et des ghettos. Les shtetl, c'est plutôt en Pologne, mais dans les Judendorf allemands qui disent qu'ils veulent être émancipés. Mais Bruno Bauer dit, mais comment ça se fait que les juifs être émancipés de leur ghetto si les chrétiens eux-mêmes ne sont pas émancipés de l'État chrétien? C'est-à-dire que vous avez en Allemagne, ça existe encore aujourd'hui, ce qu'on appelle les impôts sur la religion. Il faut savoir que ça existe encore en Allemagne, ça s'appelle le Steuerkirche, c'est-à-dire que c'est l'impôt sur l'église et l'impôt sur la synagogue. En gros, quand vous êtes pratiquant d'une religion, vous payez à l'État une certaine somme. Et à l'époque, les chrétiens, il faut le savoir, et on va revenir à Marx après, justement, on va développer l'idée de Marx, il faut comprendre que c'est un héritage féodal. La majorité des chrétiens allemands, malgré la modernité, sont des paysans, des anciens serfs, ils travaillent la terre, etc., etc. Donc ils sont complètement assujettis, non seulement à l'État chrétien, mais à la religion, à l'Église. Et Bruno Bauer dit, comment ça se fait que vous avez des juifs dans les villages juifs qui demandent la liberté de culte religieuse, si nous-mêmes, nous chrétiens, on n'est pas émancipés de l'État chrétien? Et c'est ça où Marx, et c'est là où Marx va bondir là-dessus. Il va rebondir, il dit, mais oui, Marx en tant que famille de juifs convertis, mais Bruno Bauer a raison, mais je lui donne une réponse. Comment, si vous voulez, en tant que juif, vous pouvez demander la liberté du judaïsme, si les chrétiens eux-mêmes sont assujettis, non seulement par leur travail dans la terre, etc., au gouvernement chrétien? Et c'est un débat où Marx va s'engouffrer, il va être très jeune, je crois qu'il est écrit à 25 ans, il va répondre à Bruno Bauer sur cette question, parce qu'en fait, ça parle de l'émancipation. Mais quelle émancipation? Parce que si vous voulez, vous avez 3 degrés d'émancipation à l'époque du XIXe siècle. Vous avez ce qu'on appelle l'émancipation religieuse, l'égalité entre le judaïsme et le christianisme. Après, vous avez l'émancipation politique, à savoir, on absout l'État d'une quelconque religion, et ce qui se passe aujourd'hui d'ailleurs en France, en Europe, plus ou moins, et vous avez l'émancipation humaine. C'est-à-dire que vous avez 3 degrés d'émancipation. Et Bruno Bauer ne parle que d'émancipation religieuse et éventuellement de l'émancipation politique. Mais Bruno Bauer ne donne pas de réponse à l'émancipation politique. Il dit, bon, en gros, moi je suis athée, je veux qu'on soit tous égaux. Point barre, et que la religion on l'arrange. Il n'y est, comme un peu dans le Nouveau Testament avec Saint Paul, je veux qu'il n'y ait plus ni juif ni chrétien. Et Marx, qui lui se sent issu d'une grande famille rabbinique, parce que Marx, on va le découvrir avec le temps, a une grande connaissance du judaïsme, de la Mishnah, du Talmud, etc. Il va répondre en force à cette idée de Bruno Bauer, si vous voulez, en essayant de casser le climat antisémite de l'époque, parce qu'il faut imaginer, une fois plus, que l'Allemagne a des profonds relents antisémites envers les villages juifs, parce que les juifs de l'époque sont confinés à des activités socio-professionnelles très très précises. Le colportage, le change, la couture, ils en sont interdits, contrairement à la Pologne ou à la Russie. Ils ont des activités professionnelles extrêmement précises. Et si vous voulez, Marx va essayer de répondre à Bruno Bauer si vous voulez, en clamant la liberté pour tous. Enfin, vous allez voir. Est-ce que tout le monde me comprend? C'est clair ou c'est pas clair ou c'est très clair? Vous n'avez pas de questions? D'accord. Alors, je finis très vite sur Bruno Bauer parce que c'est pas le sujet, mais Bruno Bauer, en fait, et c'est un débat encore aujourd'hui actuel, en tant que quelqu'un qui représente la majorité allemande, reproche aux juifs à l'époque, dans leur particularisme, de dire mais les juifs veulent leur émancipation, mais finalement, est-ce que le juif se soucie du bonheur de l'allemand chrétien? Il ne s'en soucie pas, parce que quand il est dans sa communauté, il fait le judaïsme, il fait Shabbat, etc. Le juif ne se sent pas responsable collectivement du peuple allemand. Il peut se sentir allemand, il peut se sentir vouloir la liberté, mais il ne se soucie pas de la liberté en Allemagne, pour la collectivité. Donc Bauer a quand même des relents, on va dire, en tant qu'athée, antisémites. On peut dire que Bruno Bauer, c'est le créateur, en quelque sorte, de ce qu'on va appeler de manière moderne de l'athée antisémite. Plus ou moins. Même si Bruno Bauer, il s'en défend, il dit qu'il est pour l'égalité, etc., etc. Donc en gros, je résume la pensée de Bruno Bauer parce que ce serait très très long. Il dit, comment peut-on être homme sans religion? Et il cite le cas de la France, où le juif s'émancipe dans une société religieuse chrétienne, et il cite le cas de beaucoup des premiers députés juifs, notamment un certain député Fuld, qui est issu d'une famille alsacienne-lorraine, et qui, justement, en député français, demande dimanche le jour du repos pour tout le monde. Alors, Bruno Bauer dit comment ça se fait qu'un député juif qui fait le judaïsme se batte pour demander dimanche comme jour de repos, un jour chrétien, pour les chrétiens et les juifs. Il dit il y a une contradiction. Il y a une contradiction tant qu'on n'a pas balayé la religion
de l'État. Voilà, donc ça c'est le raisonnement de Bruno Bauer. Alors Marx va réagir. Marx dit effectivement le fond du problème, et c'est là où c'est un problème encore plus ou moins intellectuel si on le comprend, c'est que Marx il va réagir. En 1843 à Brunswick, il dit moi je réponds à Bruno Bauer. Alors Marx, qu'est-ce qu'il dit? Et là on va rentrer dans la fameuse Zur-Judenfrage qui va écrire Marx. Marx se met au niveau de Bruno Bauer, il va essayer de débattre, sa lettre se divise de deux manières. Marx explique, en gros, que finalement le fond du problème de l'émancipation politique des religions en Allemagne de l'époque, c'est ce qu'a dit Bruno Bauer au début, c'est l'opposition entre le judaïsme et le christianisme. Ce sont deux religions qui s'opposent, en fait elles ne peuvent pas vivre ensemble. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour Marx, par essence, le christianisme est antisémite. À partir du moment où on croit en Jésus, roi des Juifs, on ne peut pas croire en judaïsme, parce que le judaïsme rejette Jésus. Donc, il y a une opposition, d'après Marx, qu'il faut briser. Il dit non, c'est pas possible, il faut la briser, on ne peut pas, en gros, Marx dit que la cohabitation entre les deux, elle n'est pas possible. C'est-à-dire que si on fait une émancipation politique et qu'on accepte d'enlever le christianisme de l'État, le judaïsme existe toujours en privé. Et si le judaïsme existe, par conséquent, tôt ou tard, à un moment, il va heurter la susceptibilité chrétienne. Donc il dit, Marx, ce que dit Bruno Bauer, il ne suffit pas d'enlever la religion pour casser les antagonismes entre les gens. Enlever la religion ne suffit pas, il faut s'intéresser à ce qu'est le judaïsme. Alors, Marx va essayer de donner, et c'est là où c'est complexe, où Marx est qualifié d'antisémite, une explication scientifique, que personnellement je trouve assez brillante, sur le judaïsme et comment le judaïsme s'est maintenu au cours des siècles. Et après, il va être taxé d'antisémite parce qu'il va employer des termes extrêmement forts pour scientifiser la religion. Alors, je m'explique. Alors, déjà Marx, dans cet écrit, on voit ce qu'on appelle les prémices du Capital. Marx, en gros, dit que le problème de l'émancipation politique de la religion, c'est le problème de l'État. L'État, à partir du moment où il est politique et qu'il rejette la religion, il se contredit avec ses individus s'ils ont des religions différentes. Alors ça paraît compliqué, c'est quoi? En gros, c'est-à-dire qu'en gros, si un État disparaît, il fait disparaître la religion de son gouvernement, et qu'il y a des minorités religieuses différentes, l'intérêt collectif n'existe pas. Et on peut le retrouver encore aujourd'hui, ce débat. C'est un débat qu'aujourd'hui, avec l'islam, justement, parce que je vais conclure sur l'islam, vous allez comprendre où je vais en venir. C'est-à-dire qu'en gros, si vous pratiquez votre religion en privé, il y a un moment, tôt ou tard, vous ne vous sentez pas en harmonie avec l'État. Donc, l'individu, le citoyen d'un État, absous de la religion, mais qui ne l'interdit pas, il est en contradiction, il a une double identité. Il a une identité publique, ce qu'on appelle, on peut appeler de manière moderne l'identité laïque, et une identité privée, la religion qu'il fait chez lui. Et la religion qu'il fait chez lui peut le différencier de son voisin qui n'a pas la même religion, ou dont on a supprimé la religion parce qu'il fait partie de la majorité. C'est le raisonnement de Marx. C'est-à-dire qu'en gros, non, supprimer la religion ne suffit pas. Il faut s'intéresser à pourquoi la religion et d'où vient la religion. Et Marx, si vous voulez, pourquoi c'est une des prémices du Capital, c'est qu'en gros, il dit que quand le juif a été émancipé en 1791 en France et qu'on a dit les droits universels, les droits de l'homme, Marx dit les droits de l'homme, en fait, en France, c'est les droits du bourgeois. C'est quoi les droits du bourgeois? C'est-à-dire qu'avant, dans le monde féodal, il y avait un noble qui était propriétaire et des milliers de serfs. Eh bien, on a développé la propriété pour tout le monde. Donc, en développant la propriété pour tout le monde, on a développé la jalousie entre les gens. Les gens sont devenus jaloux. Et la propriété, c'est l'égoïsme. Donc, les droits de l'homme universels, c'est la victoire de l'égoïsme. Donc, si c'est la victoire de l'égoïsme, c'est la division de la société humaine. Donc, en gros, Marx est contre plus ou moins les droits de l'homme universels, sauf où, curieusement, Marx vante, et ça peu de gens le savent, admire la société américaine qui a su combiner émancipation religieuse et émancipation politique. Il dit que finalement, le seul pays qui a réussi l'acceptation de la religion comme elle est, c'est les États-Unis. Mais ça ne marche pas en Europe. Pour lui, Marx, l'idée ne va pas marcher en Europe, parce que les États-Unis sont une nation jeune, où la propriété pour tout le monde, en gros, les États-Unis ont basé leur concept sur l'égoïsme de chacun. Tandis que la France est passée d'une féodalisation de la société à un partage soudain des richesses des propriétés. Donc, en partageant les propriétés, en divisant les terres des nobles, etc., en faisant l'émancipation des juifs ou d'autres minorités, eh bien, on est rentré dans une société typiquement inégale et égoïste, basée sur l'argent, l'échange. Après, Marx va essayer de définir l'échange. Donc là, on voit, et ça c'est abordé dans la question juive de Marx, c'est-à-dire qu'on voit, si vous voulez, l'idée que Marx est non seulement contre la propriété, mais il est aussi contre le particularisme religieux dans une société en gros multiculturelle, européenne, par rapport à l'utilisation.
Et Marx, si vous voulez, donc en disant que la propriété c'est le symbole de l'égoïsme, que l'homme est égoïste par naissance, l'homme n'a aucun intérêt collectif. Il n'en a pas. Pour Marx, l'homme est un égoïste par nature, il ne pense qu'à lui, religion ou pas religion. Donc la religion, en d'autres termes pour Marx, ne résout pas le problème de l'égoïsme. L'égoïsme est supérieur à la religion, et la religion est inférieure à l'égoïsme. La religion est une fausse collectivité d'individus. C'est l'idée de Marx. Alors après, ça s'explique par Karl Marx, qui est converti, etc., qui rejette le protestantisme, qui rejette le judaïsme, mais il ne faut pas oublier que Marx a une extrême connaissance, une très bonne connaissance de la culture juive et de la culture du judaïsme, et des différents traités de la halakha juive. Je le précise parce qu'on va le voir, il y a des petits clins d'œil de Karl Marx à cette idée-là. Donc, alors pour lui, l'idée de la liberté, Marx, et c'est le futur l'idée marxiste, est que la liberté cause l'inégalité entre les gens. Donc trop de liberté, ça crée de l'inégalité. Donc Marx est contre la liberté totale, contre la propriété totale, contre la liberté totale, bref, contre le matérialisme. Mais en gros, si vous voulez, Marx différencie l'homme du citoyen. C'est-à-dire que pour Marx, la vraie émancipation de l'homme n'est pas l'émancipation politique, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est l'émancipation humaine. C'est-à-dire que pour Marx, l'homme a une capacité à s'enfermer dans des schémas de pensée, qui soient religieux ou politiques, et que la vraie émancipation, c'est l'émancipation humaine de toute loi. Alors on peut déceler, alors moi c'est ma théorie parce que j'ai travaillé dessus, une idée de sabbatéisme, c'est ce que je crois. C'est-à-dire qu'il y a une idée pour Marx que l'homme est né pour briser toutes les chaînes, toutes ces chaînes qui l'enferment, qu'elles soient religieuses, politiques, et l'État, tel qu'il est dans les premiers États démocratiques en France ou aux États-Unis, puis après en Allemagne, dans les années 1870 ou en Grande-Bretagne, eh bien, ne va pas jusqu'au bout de ces raisonnements-là. C'est-à-dire qu'il faut, l'homme est fait pour briser ces chaînes et que l'homme doit connaître son émancipation humaine de lui-même. Et donc il y a une différence entre l'homme et le citoyen. Le citoyen, il est coincé par des lois de l'État, payer ses impôts, etc., avoir un faux ou un vrai sentiment collectif, tandis que l'émancipation humaine, c'est d'avoir aucune contrainte. C'est-à-dire qu'elle est débarrassée de toutes ces chaînes. Et donc pour Karl Marx, si vous voulez, il faut briser ces chaînes. Alors, Marx, le sujet qu'il connaît mieux, c'est le judaïsme. Et c'est là où on va rentrer dans la deuxième partie de sa question, où Marx va être très virulent dans le judaïsme. Mais si vous voulez, beaucoup d'auteurs comme lui, par exemple, comme Kaplan, etc., sont des gens qui ont dit, Marx, il va attaquer le judaïsme, en confondant peuple juif et judaïsme, c'est un antisémite. Mais Marx, en fait, aurait pu très bien s'attaquer au bouddhisme, à l'islam, ou à la religion des Indiens. Simplement, il s'attaquait au judaïsme, parce qu'à l'époque, le judaïsme est la seule minorité religieuse présente en Europe, et c'est celle qu'il connaît le mieux. Donc forcément, Marx va s'attaquer au judaïsme, ce qui est logique en soi. Alors qu'est-ce qu'il va dire, Marx, là-dessus? Donc il dit, finalement, le problème de l'émancipation humaine repose non pas sur le christianisme, parce que c'est vrai, le chrétien, en gros, et aujourd'hui on peut le constater, il est facile d'un chrétien d'être plus chrétien. Il ne va plus à la messe, c'est fini. Il n'a plus rien à faire, il peut aller boire sa bière. Et donc Marx il dit, finalement, le problème de l'émancipation humaine ne repose pas sur le christianisme. Le christianisme, en gros, c'est facile d'être chrétien. Tu as de l'eau sur le front, c'est fini. Par contre, le peuple juif, quand le peuple juif n'est plus religieux, qu'est-ce qui se passe? Et Marx pose cette question, si vous voulez, un peu lapidaire, il dit, dans sa partie 2, et c'est là où les gens vont qualifier Marx à pensée antisémite, il dit, alors attendez, Bauer transforme ainsi la question de l'émancipation des Juifs en une question purement religieuse. Le scrupule théologique, qui a plutôt pour objectif le salut de l'âme, qu'il s'agisse du juif ou du chrétien, se répète sous cette forme éclairée. Qui des deux est le plus apte à l'émancipation? La question n'est certes plus le judaïsme ou le christianisme, rend-il libre, mais au contraire, qu'est-ce qui rend le plus libre? La négation du judaïsme ou la négation du christianisme? Pour Marx, il n'y a pas photo, c'est la négation du christianisme. Et dans les faits, je pense que c'est vrai. L'antisémitisme moderne l'a démontré, on a beau rejeter le judaïsme, on reste juif quelle que soit dans son identité. Et Marx le perçoit très bien. Donc là, vous avez foncièrement rien d'antisémite. Ceux qui ont dit qu'il était antisémite n'ont pas lu ce passage. Et c'est un peu scandaleux parce que beaucoup de chercheurs disent « Oh, Marx est antisémite, il critique le judaïsme ». Non, pas du tout. Il dit que l'essence juive, elle est au-dessus de l'identité religieuse. Puisque même quand on ne fait pas le judaïsme, il y a de l'antisémitisme. Il faut comprendre la question à l'envers, en fait. Est-ce que vous me suivez tous? Est-ce que c'est clair? C'est clair. Donc, oui, très bien. Si vous avez des questions, ou pas trop? Non. Bon. Ok. C'est complexe ou parce que vous trouvez que c'est complexe? C'est intéressant. Pardon? C'est intéressant. Mais vous allez voir la chute. Pas plus loin. Marx, alors attention à la lecture que je vais dire.
Parce que vous l'apprenez mot à mot, oui, c'est antisémite. Mais après, vous allez comprendre où on veut en venir Marx. Marx, il pose la question dans sa deuxième partie de ce Judenfrage. Il dit quel est le fondement profane du judaïsme? Le besoin pratique, le profit personnel. Quel est le culte profane du juif? L'agiotage. Quel est son dû profane? L'argent. Et bien sûr, s'émanciper de l'agiotage et de l'argent, donc du judaïsme pratique, serait l'auto-émancipation de notre temps. Waouh, c'est complètement antisémite. Là, Marx, alors là, il s'attaque au judaïsme, il dit quoi? Le fondement du judaïsme, c'est justement son attachement à l'argent. Waouh, curieux comme explication. Vous allez comprendre la profondeur de ce propos. Alors, on continue, il écrit « Et ce n'est pas un fait isolé. Le juif s'est émancipé d'une manière juive, non seulement en s'étant approprié la puissance de l'argent, mais aussi quand, par lui et sans lui, l'argent est devenu la puissance mondiale de l'esprit pratique juif, l'argent est devenu la puissance mondiale et l'esprit pratique juif est devenu l'esprit pratique des peuples chrétiens. Les juifs se sont émancipés dans la mesure où les chrétiens sont devenus des juifs. » Donc en gros, la société chrétienne, c'est en juillet. Ça va super loin. Ça rappelle des discours qu'on a connus 80 ans après. Ensuite, alors voilà. Et là, c'est la phrase la pire de Karl Marx. La nationalité chimérique du juif est la nationalité du commerçant, de l'homme d'argent en général. Le lot sans fond ni soit du juif n'est que la caricature religieuse de la moralité sans fond, ni soit du droit en général des rites seulement formels dont s'entoure le monde de l'égoïsme. En gros, le juif est égoïste. Il n'aime que l'argent, il est égoïste. La religion du besoin pratique pourrait, en vertu de son essence, trouver son achèvement non pas dans la théorie, mais seulement dans la praxis, précisément parce que sa vérité est la praxis. Et donc, il dit le fameux passage que je dois retrouver. Attendez, je vais vous dire ça. Poum, poum, poum. Attendez. J'ai pas. Le passage le plus violent de Karl Marx. Alors, la phrase, et c'est là le fond de la problématique de Karl Marx qu'il faut comprendre et analyser. Marx écrit « Considérons le juif profane tel qu'il est, non pas à l'exemple de Bauer, le juif du Shabbat, mais le juif de tous les jours. Ne cherchons pas le secret du juif dans sa religion, mais cherchons le secret de la religion dans le juif réel. Il ne faut pas porter de la religion pour expliquer l'histoire juive. Au contraire, le maintien de la religion et de la nationalité juive ne doit être expliqué que par le juif réel, c'est-à-dire par le juif dans son rôle économique et social. La conservation des juifs n'a rien de miraculeux. » Donc, en gros, alors ça c'est la phrase d'Appiah. Ça veut dire quoi? En gros, le juif est lié à l'argent. Donc on est tous d'accord, cette phrase est antisémite. Et ben moi je vais surprendre, je vais vous dire que non. Pourquoi? Parce qu'en fait, Marx a une connaissance historique très précise des faits. Qu'est-ce qu'il explique? Il sous-entend que dans la féodalité, il ne faut pas oublier que les chrétiens ne pratiquent que la terre, n'ont pas le droit de toucher l'argent. Il n'y a que les juifs qui touchent l'argent, c'est leur métier. C'est un fait triste à dire. En gros, les chrétiens considèrent l'argent comme Satan, dans tout le monde ashkénaze de l'époque, donc la seule personne qui manie l'argent, c'est le juif. Et en même temps, quand vous lisez un peu la Mishnah, la Gemara, vous avez des tonnes de traités sur les impôts, le Maser Sheni, etc., pour l'argent pour le Lévi, le Kohen, etc. En fait, la société juive, jusqu'au 19e, est une société dans la société complètement capitaliste, complètement économique. Et Marx le connaît. C'est-à-dire qu'en gros, oui, le juif manie l'argent, c'est sa fonction. C'est l'intermédiaire entre le noble et le paysan qui n'a pas le droit de manier l'argent. Et par conséquent, à partir du moment où le juif s'émancipe, il exporte son savoir technique de manier l'argent dans le monde chrétien qui se dépaysanise, dont les paysans quittent leur côté servile et, si vous voulez, vont vers les villes. Et donc pratiquent l'échange par rapport à l'argent, ce que les chrétiens ne connaissaient pas à l'époque. En 1850 en Allemagne, je vous le répète, la majorité du peuple allemand est paysan, pratique la terre et n'a pas le droit de toucher l'argent. Rothschild, il a fait sa fortune. Pourquoi? Parce qu'il faisait du change entre différentes monnaies allemandes, entre différents royaumes. Et il était le légataire et le gardien du trésor de la famille de Hesse, ce qui explique sa fortune colossale. Mais ça n'aurait pu jamais arriver à un chrétien de l'époque. Donc effectivement, oui, si on se remet dans l'époque, les juifs et l'argent, c'est vrai, les juifs manient l'argent mieux que le chrétien n'a pas le droit. C'est simple. Mais là où c'est intéressant, c'est qu'il dit, ne cherchons pas le juif dans sa religion, mais cherchons dans le juif réel. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est qu'en fait, depuis tout temps, des penseurs juifs dans l'histoire, quand ils se sont intéressés à l'antisémitisme, ils se sont posé cette question très simple, ils ont dit, mais comment ça se fait que le peuple juif s'est maintenu? Comment le peuple juif, depuis trop longtemps, est un des plus vieux peuples de la terre? Comment ça se fait?
C'est sa Torah, c'est quoi? Il a un secret, le juif. Comment ça se fait que le juif est le plus vieux peuple de la terre depuis avec les Chinois? Et les Chinois et les Juifs, c'est vraiment les deux peuples les plus anciens de la terre. Depuis 5000 ans, les Juifs seront là, ils ne bougent pas et on sera encore là. Marx donne une réponse. Alors, la réponse la plus classique et qui est encore retenue aujourd'hui par les religieux, c'est la Torah. Ok, la Torah a maintenu le peuple juif. D'autres disent la croyance messianique. Et d'autres, et ça va arriver à la fin du XIXe siècle, le sionisme. C'est-à-dire qu'en gros, l'espérance d'un État juif a maintenu le peuple juif dans une espérance qu'il a gardé en vie malgré les conversions, les assimilations, tout ce que vous voulez, etc. Le peuple juif est toujours là. Donc, Marx va dire une théorie qui va révolutionner le monde juif de la c'est ce qu'on appelle le matérialisme historique. Il dit non, c'est pas la Torah qui a maintenu le peuple juif, c'est ses activités qu'on lui a imposées. Et c'est là la profondeur de Marx. C'est-à-dire qu'en gros, l'identité ne se maintient pas par la foi, elle se maintient par les activités traditionnelles qu'il fait. En gros, si le peuple juif s'est maintenu dans des ghettos au cours des siècles, c'est parce qu'on lui a imposé des activités professionnelles précises liées à l'argent. Et qu'en se débarrassant de l'argent, le peuple juif va être libre. C'est-à-dire que, et le meilleur penseur de la conception de Marx, c'est la conception matérialiste de la question juive. C'est-à-dire qu'Abraham Léon, qui est un jeune juif, je passe toutes les théories marxistes, je passe d'un extrême à un autre. Abraham Léon, qui est un jeune juif de 24 ans, polonais, qui était un ancien bundiste, qui a adhéré au Bund, etc., et celui qui a le mieux compris la pensée de Marx. Il faut savoir que beaucoup de marxistes viennent des milieux religieux. On le sait peu, mais beaucoup de marxistes, Trotsky est un invertéré athée, mais il vient d'une famille rabbinique. Vous avez beaucoup de penseurs marxistes, les historiens socialistes, Simon Douvenov, etc. Ils viennent tous de yeshivot. Pourquoi? Parce qu'ils adhèrent à la théorie de Marx, que si le peuple existe pour son malheur et son bonheur, ce n'est pas la Torah qui l'a maintenu, c'est les activités qu'on lui a imposées. Et à partir du moment où il change d'activité professionnelle, eh bien il s'assimile. En gros, et Abraham Léon donne cet exemple-là, pourquoi dans l'histoire il y a eu très peu de juifs agriculteurs? Il n'y en a pas. Parce que quand le juif devient agriculteur, il y a eu des cas notamment au Maroc ou en Russie, et bien au bout de 2 générations, il cesse d'être juif. Pourquoi? Il s'occupe de la terre, il n'est plus dans le métier de l'échange. Et donc par conséquent, Abraham Léon explique, oui, pour chasser une bonne fois l'antisémitisme, eh bien il faut que le juif change d'activité. Et en gros, le schéma très précis, c'est que tous les marxistes vont dire le peuple juif s'assimile quand il gagne de l'argent. À partir du moment où il sort de son ghetto, il quitte ses activités de changeur d'argent, d'agiotage, de porteur d'eau, de couturier dans le monde polonais ou russe, etc., et bien en d'autres termes, son activité, il change d'activité, il cesse d'être juif. C'est-à-dire que l'identité n'est pas liée par rapport à Hachem, elle est liée à l'horizontale par rapport à ce qu'il fait de son activité professionnelle. Et dans l'histoire, alors Abraham Léon le démontre, ça s'est un peu vérifié, parce que quand vous constatez une assimilation de certains juifs célèbres, après le moment où ils sont bourgeois, ils s'anoblissent, et bien ils oublient le judaïsme. Ils ont beau faire un petit peu Shabbat de temps en temps, etc. L'activité professionnelle changeante, ils s'éloignent du judaïsme. Et ils disent que, outre le facteur de croire en Hachem dans la religion, à Shabbat, le secret du juif, c'est juste dans son activité professionnelle. Et qu'au cours des siècles, c'est ce qui a maintenu le peuple juif. C'est horrible à dire, mais le raison de marxiste, c'est justement parce qu'il était dans un ghetto. Et à partir du moment où il n'y a plus de ghetto, à partir du moment où il fait ce qu'il veut, il peut être peintre, etc., et bien il fait de moins en moins la religion, et après il y a le mariage mixte et il disparaît. Et les marxistes disent, bah, pour lutter contre l'antisémitisme, abolisons l'argent, cassons l'argent. Et beaucoup de juifs ashkénazes qui viennent de yeshiva disent, mais c'est vrai, finalement, tout en étudiant la yeshiva, je fais ça, j'ai mes petites activités, je vois mes parents qui sont dans la misère, etc., et ben moi je ne veux pas faire la même activité professionnelle que mes parents, je vais être libre. Donc on va se débarrasser du capitalisme. Et ça explique pourquoi vous avez beaucoup d'ashkénazes russes, polonais, hongrois, toute l'Europe de l'Est vont adhérer au marxisme parce que pour eux ça va être messianique. Il faut comprendre que Marx a une pensée messianique de la chose. Et que finalement l'identité n'est pas par rapport à la Torah, parce que la Torah est un livre anti-historique, le peuple lui s'est maintenu dans l'histoire et par l'histoire parce qu'il faisait de ses mains. Et Abraham Léon est celui qui a le mieux compris ça. Et je vous signale que quand vous allez par exemple en Israël, l'idée du kibbutz, le kibbutz c'est exactement ça. Pourquoi les premiers sionistes ont cultivé le kibbutz? Parce que justement, le juif devait revenir à la terre. C'est-à-dire que le judaïsme ne vous rapproche pas de cultiver la terre. Donc, les premiers sionistes ashkénazes ou polonais, qu'est-ce qu'ils ont dit? On va faire du kibbutz, on va cultiver la terre, parce que Israël est une nouvelle ère qui va nous éloigner de la Torah. D'où que le premier sionisme est un sionisme de gauche. Alors il y a eu les bundistes, il y a eu les socialistes, les communistes, mais ça explique la pensée juive de l'époque
d'Europe de l'Est qui dit quand on va aller en Israël, eh ben on va faire des villages agricoles, ce qu'on appelle des yishuvim. Pourquoi? Parce que les villages agricoles créent un juif nouveau, comme tout le monde. Et donc, pas un juif nouveau, dit société moderne, fin du ghetto, fin du judaïsme de ghetto. Et donc, si vous voyez ça, ce terme-là, Karl Marx n'est pas antisémite. Karl Marx est anti-judaïsme, parce qu'il critique la condition du judaïsme de l'époque, qui vit enfermé dans des préjugés entre eux, par rapport au monde chrétien, qui suit l'antisémitisme, etc. En d'autres termes, je ne dis pas que Karl Marx est un altruiste, mais Karl Marx, si vous voulez, veut une libération de l'homme juif, au-delà de sa religion. Il dit, en gros, la religion, elle l'enferme, elle le fait souffrir, il faut qu'il la surpasse. Il y a l'émancipation religieuse, l'émancipation politique et l'émancipation humaine. Et l'émancipation humaine, c'est justement la fin de l'activité juive traditionnelle. C'est-à-dire que pendant 2000 ans, le juif a fait les mêmes activités, et bien c'est fini. Et une fois de plus, l'idéologie sioniste va reprendre ça. Israël va insister énormément sur la fin des activités du ghetto. Voilà. Est-ce que c'est clair? Quelqu'un a des questions? Est-ce que c'est très clair? Je pense, et je l'ai toujours dit, que Marx à l'envers serait un très bon rabbin. Mais effectivement, mais c'est vrai, personnellement, quand on comprend ces dimensions-là, Marx n'est pas quelqu'un qui haït les juifs. Parce que vous avez des auteurs comme celui-ci, Robert Misrahi, qui dit que Marx est le créateur du génocide. Excusez-moi, j'appelle ça du n'importe quoi. C'est quelqu'un qui a une méconnaissance totale du monde juif de l'époque. Parce que pour bien comprendre Marx, il faut comprendre le monde juif ashkénaze. Et contrairement à ce qu'on croit, le monde juif ashkénaze vit 10 fois plus dans la misère que le monde séfarade. Le monde séfarade, paradoxalement, est plus libre que le monde ashkénaze. Des gens comme Karl Marx ne pouvaient naître que dans un monde ashkénaze de violence et de misère et de pogrom. En Allemagne, l'Allemagne, dans les années 1840, est extrêmement violente envers les juifs non assimilés ou non convertis. Parce que vous avez une vague due au sabbatéisme, au franquisme, qui se convertissent, mais vous avez une masse juive qui est complètement désorientée, qui ne sait pas quoi faire, qui a le dos bossu, qui doit changer de trottoir quand elle voit des chrétiens, etc. Et Marx, tout simplement, à sa manière, en tant que jeune de 24 ans, extrêmement brillant, va apporter une réponse à ça. Je vous raconte que, juste un petit détail, pour vous donner l'ampleur du antisémitisme européen, Freud est devenu psychanalyste pour une seule raison. C'est qu'un jour, il va avec son père, Freud a 14 ans, il est à Bratislava, l'actuelle Bratislava, il marche avec son père sur le trottoir, et il y a deux chrétiens qui voient son père, parce qu'à l'époque, les juifs de l'époque avaient des tenues spéciales, traditionnelles, on connaissait, ça peut être le chapeau, enfin plein de signes distinctifs qu'ils étaient juifs. Et il y a deux chrétiens qui voient le père de Freud, qui est un homme très religieux, et qui disent à son père, Youtre, descends du trottoir et mets-toi à genoux, embrasse-nous nos chaussures. Et Freud a vu ça de son propre père. Imaginez la discrimination des juifs dans le monde de l'époque. Donc, replacer ce contexte que Marx a réagi par rapport à ça. Et Freud s'est éloigné de la religion parce que son père était très religieux, et il ne comprenait pas qu'un religieux puisse autant, et est obligé de se rabaisser face à deux chrétiens. Donc, que ce soit Freud qui va vers la psychanalyse, ou Marx qui crée le marxisme, le matérialisme historique, en gros, que l'homme n'est pas conditionné par son activité spirituelle, mais son activité professionnelle, c'est une réponse à l'antisémitisme de l'époque. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de chercheurs qui ne comprennent plus ça. Alors je ne dis pas qu'il faut redevenir marxiste, certainement pas. Mais je pense qu'il faut replacer Marx dans son contexte de quelqu'un de brillant, de sensible, d'un enfant converti, qui tout simplement veut trouver une solution à la misère du peuple juif en Europe. C'est tout. Et ça explique pourquoi vous avez des milliers de juifs, même en 1945 après la Shoah, qui adhèrent au communisme, parce qu'ils ont lu ça et ils l'ont compris comme tel. Voilà, j'arrête si vous avez des questions. Est-ce que c'est clair? Parler de peuple-classe. En fait, un peuple se maintient par ses activités sociales. En d'autres termes, on est parce qu'on fait quelque chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous avez aux États-Unis ou en France, dans les minorités ethniques, par exemple, les Arméniens vendent des tapis, les Cambodgiens sont des bons commerçants, etc. Chaque minorité est plus ou moins liée à une activité professionnelle précise. Et ben, le raisonnement de Marx, c'est dire c'est l'activité professionnelle qui maintient l'identité. C'est pas la religion. Aujourd'hui, quand vous avez le débat avec les musulmans, c'est le statut social qui maintient l'islam, mais pas l'évolution vers l'argent. C'est-à-dire qu'en théorie, toute personne, quelle que soit son origine, à un moment, va s'enrichir, a accès à l'éducation et tout, bah, va s'éloigner de son identité traditionnelle. Et si elle ne le fait pas, c'est que l'ascenseur social est bloqué. C'est là où il y a l'idée marxiste. En gros, une communauté n'est pas définie par sa foi ou sa religion, elle est juste définie par ce qu'elle fait. C'est comme dire, par exemple, tous les Noirs sont sportifs, c'est un cliché, mais les Noirs étaient confinés au sport. Donc ils sont Noirs parce qu'ils font du sport. Oui, c'est l'idée de Marx. Et c'est-à-dire que c'est un cliché qu'il faut casser. Effectivement, à partir du moment où un Noir ne fait plus de sport et il s'émancipe, il va devenir avocat, etc., malgré la couleur de la peau, il n'est plus considéré comme un Noir africain. Parce qu'il a changé d'activité sociale.
il y a le débat sur la couleur de la peau, mais sans le débat de la couleur de la peau, c'est-à-dire que la communauté est liée à une profession précise. Vous avez le cas des Arméniens en Turquie, c'est flagrant. Les Chinois en Asie du Sud-Est, les Chinois font toutes les mêmes activités professionnelles, et donc, par là même, maintiennent leur identité, ne se mélangent pas. Et nous, les Juifs, on a eu le même phénomène, c'est-à-dire qu'à un moment, on avait des activités dans mon jeunesse précises, ça a maintenu notre identité, on s'est maintenu contre nous. Tout simplement. Et à partir du moment où tu changes d'activité professionnelle, où tu fais des activités qui t'étaient interdites, tu es comme une fleur qui s'ouvre et qui sort d'un vase, et tu vas déboucher sur d'autres activités professionnelles qui vont t'éloigner de ton identité de base. Le Chinois qui va arrêter de commercer, qui va devenir dans l'informatique, il va s'ouvrir à d'autres communautés, et il épousera une non-chinoise, et ses enfants ne sont plus chinois. C'est ça le phénomène du peuple classe. Et le peuple classe aujourd'hui, vous le trouvez partout. Et pour moi, l'idée de Marx, elle est extrêmement géniale. C'est-à-dire que pour lutter contre le racisme ou l'antisémitisme, il faut casser les classes sociales. C'est un problème de classe sociale, et je suis un peu d'accord avec ça. La religion, à l'origine, c'est une religion populaire. Dans l'islam, comment est-ce que vous pouvez analyser ça? Alors,